Vous a-t-on déjà dit que le cerveau de votre enfant ou de votre petit-enfant pouvait avoir un défaut de fabrication? Je sais qu'il y a beaucoup de parents et de grands-parents à qui l'estomac et la gorge se nouent chaque fois qu'un médecin prononce les initiales TDAH, parce que cela sonne comme une condamnation à vie et des pilules pour l'enfant, simplement pour qu'il reste tranquille. Mais tu vois, aujourd'hui, je viens te dire quelque chose que probablement personne ne t'a expliqué. En réalité, cet enfant n'a pas un cerveau défectueux. Il est même très probable que ce qu'il est, ce soit simplement un problème de bioconductivité. Ces câbles internes produisent des étincelles ou ont simplement des interférences, et cela se résout sans médicaments. Je sais que parler de câbles peut te sembler étrange, mais réfléchis-y. Un électrocardiogramme mesure l'électricité de ton cœur et un électroencéphalogramme mesure l'électricité de ton cerveau, c'est-à-dire que nous sommes des êtres électriques. Chaque minuscule pensée de ton enfant, chaque mouvement délicat de ses petites mains et chaque battement régulier de son cœur est une décharge bioélectrique complexe qui se propage à une vitesse absolument fulgurante à travers tout son corps. Le système nerveux n'est rien d'autre qu'un réseau de câbles biologiques qui, incroyablement agencés et incroyablement sophistiqués, et lorsqu'il y a du bruit ou de la statique, la musique, qui est essentiellement l'intention de l'enfant, ne s'entend tout simplement pas clairement parce que son cerveau doit gérer des courts-circuits qui l'obligent à une décharge constante d'énergie. Imagine son esprit comme une cathédrale de cristal liquide, une sorte de support technologique qui doit rester propre pour que la lumière puisse circuler. Mais en ce moment, il se trouve qu'il y a un feu allumé à l'intérieur et la fumée, qui représente la neuroinflammation, trouble tout. En tant qu'ingénieur en chef de sa biologie, aujourd'hui, tu vas apprendre à éteindre cet incendie et à retirer le sable qui bloque son moteur. Ensemble, nous allons lui redonner de la clarté. Et si le signal électrique circule à travers des câbles dénudés ou sales, peu importe combien de chimie tu essaies d'ajuster de l'extérieur, le signal n'arrivera toujours pas correctement. Lors de la consultation chez le médecin, il est très probable qu'on t'ait parlé d'un possible déséquilibre des neurotransmetteurs, comme s'il manquait une pièce chimique qui ne pourrait être réparée qu'en passant par la pharmacie. Mais tu vois, je veux que nous fassions ensemble un pas en arrière. Ce que je vais faire, c'est regarder avec toi la carte complète de son ingénierie interne et, avec cette vision, j'aimerais que tu puisses ensuite tirer toi-même tes propres conclusions. Tu vas voir. Pour que cet enfant puisse penser, se concentrer ou simplement rester calme, son cerveau doit envoyer des billions de signaux électriques chaque seconde. C'est comme le tien ou comme le mien. En d'autres termes, pour mieux comprendre ce phénomène, il ne s'agit pas uniquement d'une simple réaction de chimie, mais il est surtout question ici d'un processus fondamental lié à l'électricité. Et c'est ici qu'apparaît le concept qui, très probablement, va changer ta façon de comprendre la situation. Et je parle de la bioconductivité, c'est-à-dire la capacité de l'électricité à circuler dans son corps sans obstacle. Si les câbles de son système nerveux sont dénudés, parce que le corps et le cerveau ont l'équivalent de câbles, si le milieu par lequel voyage le signal est sale ou s'il y a des interférences extérieures, réfléchis-y. Peu importe combien de chimie pharmaceutique tu essaies d'ajuster de l'extérieur avec des comprimés, car la réalité est que le signal arrivera en retard, mal ou simplement n'arrivera pas. Le problème est là, à l'intérieur de lui, et il est différent de ce que tu croyais probablement. Et pour comprendre cela, ce que nous devons faire, c'est briser un dogme que la médecine a maintenu pendant presque un siècle. Pendant des décennies, nous avons cru que le cerveau était une île isolée.
On pensait que si tu avais une inflammation au genou ou un problème intestinal, cela n'affectait pas ton esprit. Et c'est pour cela, quand un enfant montrait des symptômes de TDAH, on ne regardait que sa tête, comme s'il s'agissait d'un compartiment étanche. Mais cela a été ainsi jusqu'à l'arrivée du docteur Edward Bulmore, qui depuis Cambridge a démontré que le système immunitaire et le cerveau sont en conversation constante. Ce que Bulmore a fait, c'est construire un pont là où tout le monde disait qu'il y avait un abîme. Tu vois, lorsque le corps subit une inflammation, il libère des protéines appelées cytokines. Et ces protéines traversent la frontière cérébrale et troublent l'eau du lac cristallin que devrait être son esprit. Et il a découvert que lorsque le corps est soumis au stress ou souffre d'une inflammation, ce qu'il appelle l'esprit enflammé, le système immunitaire envoie en fait des signaux au cerveau. Et ces signaux modifient sa chimie et son électricité. Et ces cytokines ne restent pas dans le corps, là où elles naissent, non, pas du tout. Elles sont capables de traverser la frontière cérébrale, d'entrer dans le cerveau et de changer complètement l'environnement dans lequel vivent les neurones. Autrement dit, Bulmore a compris que pour traiter des situations comme celle dont nous parlons, il fallait aller au-delà de la sérotonine. Alors que la psychiatrie classique s'obsède avec les neurotransmetteurs, Bulmore regarde vers le sang et vers les défenses immunitaires. Et cela, tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, expliqué très simplement, cela signifie qu'il a dynamité le mur qui séparait la psychiatrie de l'immunologie. Pour lui, traiter le cerveau sans tenir compte de l'état inflammatoire du corps, c'est un peu comme essayer de réparer une ampoule sans vérifier s'il y a un incendie dans le tableau électrique de la maison. Et quand Bulmore parle de neuroinflammation, ce qu'il nous dit, c'est que l'eau cérébrale est devenue trouble. Et pourquoi? Tu vas me demander. Eh bien, c'est très simple, parce que les cytokines sont comme une véritable teinture sombre qui se déverse dans ce lac que tu as dans le cerveau. Et la lumière, c'est-à-dire que l'information, face à cette obscurité, ne peut plus passer clairement. Elle se disperse et se perd. Cette fumée dont je te parlais, qu'il est plus que probable que l'enfant soit en train d'expérimenter, n'est donc pas une métaphore poétique. Comprends-le bien, c'est une réalité biochimique. Et je te parle de micro-incendies chimiques qui se produisent entre ces neurones. Et tu vois, si l'environnement dans lequel l'enfant doit traiter la réalité est rempli de fumée inflammatoire, que se passe-t-il? Eh bien, son système, dans un acte de pure survie, décide simplement de baisser le volume de l'attention et il le fait pour ne pas être saturé. La distraction, merci. Ce n'est pas un défaut. En réalité, c'est une mesure de protection face à un bruit que l'enfant ne se sent pas capable de gérer. Et regarde comme c'est curieux. Plus le processeur de l'enfant est puissant, c'est-à-dire plus l'enfant est intelligent, plus il souffre de cette fumée. Un cerveau à haut potentiel est comme un capteur d'une extrême sensibilité qui détecte la moindre vibration. C'est un capteur de précision. Si tu l'entoures d'interférences et de bruits inflammatoires, il devient tout simplement presque ingérable. Comprends-le, il commence à envoyer de faux signaux et à surchauffer. Et pour que tu le comprennes depuis la perspective que je te présente aujourd'hui, ce que tu considères souvent comme de l'hyperactivité n'est en réalité qu'un système qui tente désespérément de refroidir un processeur qui brûle de l'intérieur à cause de la neuroinflammation, celle-là même que Bulmore a identifiée. C'est pourquoi, pour aider l'enfant, nous n'avons pas besoin d'anesthésier son cerveau. Ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre ce qui provoque l'incendie. Et comment pouvons-nous nettoyer ce cristal liquide qu'est son plasma cérébral afin que l'électricité dans son corps recommence à circuler avec la clarté
que requiert son intelligence. Et tu vois, pour y parvenir, nous devons aller au-delà de la psychologie. Nous devons entrer dans le domaine de l'ingénierie de ces métaux et aussi dans son drainage interne. Eh bien, maintenant que tu comprends que le problème est plus que possible, qu'il a été provoqué par des interférences dans le signal, j'imagine que tu te poses sûrement la question qui brûle tous les parents ou grands-parents de l'intérieur. Et la question est, comment est-ce possible ? Comment se fait-il qu'un enfant de 7 ou 10 ans soit déjà sale à l'intérieur? Ou qu'il ait déjà des problèmes dans la réception de ces signaux? Pourquoi? Et je te comprends parfaitement, car il est tout à fait logique de penser qu'à cet âge-là, le moteur devrait être impeccable, puisque c'est le moteur d'un enfant tout juste sorti de l'usine. Mais pour comprendre cela, ce que je vais faire, c'est t'inviter à adopter une autre perspective. Je t'invite à regarder le chronomètre biologique d'une manière différente de celle que tu as sûrement eue jusqu'à présent. Et ici, tu verras, le verre d'un enfant ne commence pas à se remplir le jour de sa naissance. Non, monsieur. Il existe une étude de 2005 intitulée Charge corporelle, la contamination chez les nouveau-nés qui a été réalisée par l'Environmental Working Group. Et elle a laissé tous ceux qui étudient la biologie le cœur serré. Ce groupe est une organisation américaine à but non lucratif qui est très influente dans le domaine de l'activisme environnemental et de la santé publique. Il se consacre principalement à la recherche et à la révélation de la présence de substances toxiques dans les produits de consommation, allant des aliments et cosmétiques jusqu'à l'eau du robinet. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont analysé très minutieusement le sang du cordon ombilical de nombreux nouveau-nés. Et ce qu'ils ont fini par découvrir était, pour le moins que l'on puisse dire, extrêmement perturbant. Pour tout ingénieur sérieux qui considère normalement le corps humain comme un système de très haute précision. Ils ont détecté en moyenne 200 substances chimiques industrielles et polluants dans chaque bébé, et cela représentait la moyenne. Au total, ils ont identifié 287 produits chimiques différents comprenant des pesticides et des herbicides, des retardateurs de flammes qui sont utilisés dans les meubles et l'électronique, ainsi que des PFOA qui sont des produits chimiques. Merci. Éternels utilisés pour le téflon et les emballages de restauration rapide. Et ils ont également trouvé des métaux lourds comme le mercure et le plomb. Et tu vois, ce qui est vraiment frappant dans le rapport, c'est qu'il a également démontré que l'être humain arrive déjà dans le monde avec un bagage de polluants avant même d'avoir respiré pour la première fois hors du ventre de sa mère. Et en plus, regarde, parmi ces 287 substances, on savait que 180 sont cancérigènes pour l'homme ou l'animal. 217 sont toxiques pour le cerveau et le système nerveux. Et 208 provoquent des malformations congénitales ou des problèmes de développement lors des tests en laboratoire. Et ce n'est pas tout. D'autre part, des recherches cliniques plus récentes, publiées dans PubMed Central, PMC, et dans PRG, merci, cette dernière étant une revue reconnue pour sa rigueur dans les sciences biologiques et médicales, ont démontré que la même chose se produisait avec l'aluminium, qui non seulement traverse le placenta, mais s'accumule aussi dans le tissu cérébral fœtal. Et ici, il y a un point important à ajouter. Les deux médias dont je t'ai parlé soumettent les études à publier à des inspections préalables par d'autres experts indépendants afin de les vérifier. Autrement dit, ce que je te raconte ici ne relève pas de la théorie. Eh bien, à tout cela, il faut ajouter ou il faut préciser que la science appelle cela le transfert transplacentaire. Le placenta, c'est un organe d'une ingénierie incroyable, une sorte de douane qui protège le bébé, mais dans le monde industrialisé dans lequel nous vivons, il se trouve qu'il a cessé d'être infaillible. Ce qui se produit tout au long de la grossesse, comme toi et moi le savons parfaitement, c'est un acte de générosité biologique. La mère partage avec le fœtus ses nutriments pour construire ses os et ses organes,
mais inévitablement, elle partage aussi une partie de sa propre charge toxique accumulée pendant des décennies. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants, à la naissance, arrivent déjà avec le verre à moitié plein, même avant de prendre leur première respiration. Il faut préciser que la mère n'est pas en cause. C'est un simple processus biologique, où le corps cherche simplement à diluer la toxicité. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le cadeau de bienvenue que nous offrons au bébé est bien plus lourd que ce que dicte la nature. Et dans le cas de l'aluminium, le problème est en plus particulièrement important, parce que l'aluminium est un cation trivalent, c'est-à-dire, pour que tu comprennes, ce qu'il a, c'est une charge électrique très forte. Et dans le cerveau d'un enfant, cette charge interfère directement avec le potentiel de membrane de ses neurones. Mais en plus, l'aluminium, lorsqu'il pénètre, ne se contente pas de saboter à cet endroit, il interfère aussi avec le calcium. Et le calcium est le messager qui permet à un neurone de communiquer avec un autre. Les synapses dont je t'ai parlé dans d'autres vidéos. Et dans ce cas, l'aluminium se fait passer pour du calcium, mais évidemment, il ne fait pas ensuite le travail du calcium. Le résultat, ce sont des messages qui restent inachevés, qui, pour le dire simplement, ne sont rien d'autre que des courts-circuits constants dans le système. Et une fois, dès l'instant où un petit enfant vient au monde, il arrive dans un environnement que des chercheurs et des scientifiques renommés, comme le docteur Christopher Exley, décrivent et définissent aujourd'hui comme un monde vivant pleinement à l'âge de l'aluminium. Et si vous regardez attentivement autour de vous, vous le trouverez dans les canettes de boissons gazeuses que les enfants aiment tant et dans le papier qui les emballe. Les sandwichs, les hamburgers et les additifs contenus dans les aliments ultra transformés en sont tous des exemples, et l'un des exemples les plus clairs est le fameux, malheureusement célèbre, E541. Vous le trouverez également dans les ustensiles de cuisine et dans les produits d'hygiène. Et en plus, tout ceci, sauf le dernier, sont des produits que les enfants et les adolescents, comme je te le disais, consomment fréquemment. Et tu vois, je t'ai parlé du E541 parce que c'est le cheval de Troie le plus rusé de l'industrie alimentaire. Le E541, qui est du phosphate d'aluminium et de sodium, est un additif chimique principalement utilisé dans la pâtisserie industrielle et dans certains fromages transformés. Tu vois, sa fonction technique est d'être un agent levant, c'est-à-dire qu'il permet au gâteau d'être incroyablement moelleux, de ne pas s'affaisser et, dans le cas du fromage, de fondre parfaitement sur un hamburger sans s'en détacher. Tu en consommes, les enfants en consomment tous les jours. Ce sont eux les principaux consommateurs de ce type de produits. Brioche, donuts, pain de mie, produits ultra transformés et bien d'autres encore. Et il s'avère en réalité que lorsque l'aluminium pénètre dans un organisme humain qui est encore en plein processus de développement, le remplissage de ce verre métaphorique se fait de manière considérablement plus rapide et soudaine que ce que notre simple intuition initiale pourrait nous laisser imaginer. Ce que je suis en train de te raconter, comme tu peux l'imaginer, est très préoccupant. Et en m'écoutant, j'imagine que tu t'es aussi demandé pourquoi personne ne parle de ça. Pourquoi mon médecin ne m'en a-t-il pas parlé? Et la réponse est une réponse technique. En fait, la médecine conventionnelle cherche généralement à détecter une toxicité aiguë. C'est-à-dire, par exemple, elle recherche un empoisonnement soudain qui t'enverrait aux urgences. C'est cela qui intéresse la médecine actuelle. Et ce que je t'explique, c'est une bioaccumulation chronique. Une pincée aujourd'hui, une autre demain, et ainsi de suite. Pendant des années, et en plus, tu verras, mesurer les métaux est difficile parce que ce n'est pas quelque chose qui flotte habituellement dans le sang et dans une analyse sanguine courante, qui est la première chose qu'on va te faire si tu as un problème. On ne voit que ce qui circule à ce moment-là dans le sang, mais pas ce qui est caché dans les tissus ou dans les câbles électriques du cerveau.
Mais c'est ici que le mystère devient encore plus grand. Pourquoi, dans une même famille, en mangeant la même chose et en vivant dans la même maison, un frère a un TDAH et l'autre non? Eh bien, pour résoudre cette énigme, je dois te présenter un autre géant, le docteur Roger Williams. Dans les années 50, Williams, qui a été président de la Société américaine de chimie, a aussi découvert la vitamine B5 et son travail est à la base de la médecine nutritionnelle moderne. Eh bien, Williams a inventé un concept qui, à l'époque, était incroyablement révolutionnaire, l'individualité biochimique. Il a démontré que même si nous sommes tous humains à l'extérieur, à l'intérieur, nous sommes aussi différents que le sont nos empreintes digitales. Tes organes n'ont pas la même taille que les miens, tes enzymes ne fonctionnent pas à la même vitesse que les miennes. Et ce qui, pour une personne, est une dose inoffensive d'un métal, peut provoquer un véritable effondrement de son système chez une autre. Tu vois, en réalité, tout ce que je viens de t'expliquer ne dépend pas de l'environnement dans lequel la personne évolue, mais surtout du système d'évacuation propre à chacun. Et tu vas me demander, mais qu'est-ce que le système d'évacuation? Eh bien, pour que tu puisses te l'imaginer, pense que c'est un système de nettoyage dirigé par le foie et les reins. Mais pour que ce système d'évacuation fonctionne, il a besoin de certaines clés de passage génétiques. Et l'une des plus critiques est un gène que tu ne connais probablement pas, appelé le MTHFR. Ne t'inquiète pas pour le nom, pense simplement à lui comme à un ouvrier chargé de transformer les nutriments, comme par exemple l'acide folique, en outil de nettoyage. Et il se trouve qu'il y a des enfants qui naissent avec une erreur dans ce gène, une sorte de polymorphisme, et ce que fait cette erreur, c'est que leur ouvrier travaille à moitié de vitesse. C'est comme si le tuyau d'évacuation d'un enfant était de la taille d'un tunnel et celui de l'autre de la taille d'une paille à boisson. À exposition égale aux métaux, l'un reste au sec tandis que l'autre, en revanche, se retrouve inondé. Eh bien, si à cet ouvrier lent, tu ajoutes que le corps a besoin de fabriquer du glutathion, alors la situation devient encore plus compliquée. Et pour que tu comprennes facilement, si l'ouvrier est le gène, le glutathion est le détergent. En fait, on l'appelle l'antioxydant maître, comme on l'appelle la molécule la plus puissante dont dispose ton corps pour capturer les métaux et les éliminer. Il fonctionne comme un véritable aimant collant qui voyage à travers les cellules à la recherche de déchets métalliques afin de les escorter vers la sortie. Si l'enfant a un ouvrier lent, ce fameux gène dont je te parle, le MTHFR, et qu'en plus son corps ne fabrique pas assez de détergent, c'est-à-dire qu'il ne produit pas assez de glutathion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le métal ne s'évacue pas, il reste collé aux câbles électriques du cerveau. Et maintenant, relie tout cela à ce que je te disais au début à propos des enfants les plus intelligents. Un cerveau. Un cerveau à haut potentiel, qui est un peu comme une Ferrari intellectuelle, a une activité électrique bien plus intense et une densité de connexion incroyable. Et c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité du matériel. Tu vois, pour que tu comprennes bien, le moteur d'un vieux tracteur peut fonctionner avec un gasoil sale et plein d'impuretés parce que ça ne pose pas de problème, ces pièces sont très tolérantes. Mais le moteur d'une Ferrari est une pièce d'ingénierie d'une précision absolue. Si un seul grain de sable entre dans les injecteurs, le moteur commence à avoir des ratés, à surchauffer et à tomber en panne. Chez un enfant brillant, ce grain de sable métallique n'est pas seulement une gêne, il devient un véritable sabotage de son système haute fidélité. Cela génère des interférences, crée des arcs électriques là où il ne devrait pas y en avoir et, surtout, sature son processeur. En d'autres termes, ce qu'on t'a diagnostiqué comme TDAH, en réalité, il est fort probable que ce ne soit pas
Un défaut d'intelligence, mais plutôt un système de haute précision qui est désaccordé à cause des interférences environnementales et d'un système d'évacuation probablement insuffisant. Par conséquent, comprends-le aussi, nous ne sommes pas face à un enfant avec un défaut de fabrication. Non. Ce n'est pas que l'enfant ne veuille pas prêter attention, c'est que son processeur est saturé à cause d'interférences électriques. Il possède un matériel d'une extrême précision qui essaie de traiter la réalité à 1000 à l'heure pendant que, en même temps, quelqu'un lui sabote les câbles. Notre mission, en tant qu'ingénieur en chef, n'est pas d'essayer de faire en sorte que la Ferrari roule moins vite. C'est-à-dire que nous ne devons pas essayer de changer l'enfant, mais plutôt nous concentrer sur le nettoyage de ses conduits afin de lui rendre sa conductivité. Et si nous y parvenons, sa puissance pourra s'exprimer sans bruit. Mais pour procéder à un nettoyage efficace, il nous faut d'abord comprendre la nature exacte du métal qui a envahi son cerveau et comment cela s'est produit. Il a pu devenir un squatteur. Et quelle chaise ou quelle chaise ce squatteur occupe-t-il? Et c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite. Mais avant de continuer, une petite précision. Quand je te parle de ces chaises occupées, je fais référence à elles du point de vue de la biophysique, c'est-à-dire je parle de récepteurs cellulaires et de canaux ioniques. Imagine que chacune des cellules de ton enfant est comme une petite pièce qui a besoin d'instructions pour fonctionner. Les récepteurs cellulaires sont les oreilles ou les serrures de cette pièce et ils se trouvent à la surface, attendant de recevoir un message spécifique comme une hormone ou un neurotransmetteur, pour savoir si la cellule doit s'activer, se calmer ou se mettre au travail. Et les canaux ioniques sont les portes ou les valves par lesquelles circule l'électricité. Lorsque le récepteur reçoit le bon message, la porte s'ouvre pour laisser passer les minéraux comme par exemple le calcium ou le magnésium, qui sont ceux qui transportent réellement la charge électrique afin de pouvoir exécuter l'ordre. Dans un système sain, les messages arrivent et repartent et les portes s'ouvrent et se ferment avec une précision absolue. Le problème survient lorsqu'il y a des déchets ou des saboteurs et surtout si ces squatteurs ont une force électrique, car alors ils font deux choses. Ou ils mettent de la colle dans la serrure, bloquant le récepteur, ou bien ils restent plantés juste au milieu du seuil de la porte, obstruant le canal. Le résultat, au final, est le même. Le message de calme ou de concentration n'arrive jamais à l'intérieur de la cellule parce que l'accès est physiquement saboté. Et maintenant que tu peux comprendre qu'il y a un incendie invisible, ce neurone, l'inflammation dont parlait Bulmore. Comme je te le disais, nous devons chercher le responsable. Qui est le responsable? Parce que la fumée ne sort pas de nulle part et pour trouver le coupable, il faut évidemment partir à sa recherche. Et la première chose qui nous surprendra en commençant cette recherche, ce sera de découvrir que de l'aluminium s'accumule dans notre corps. Et la réalité, c'est que l'aluminium ne devrait jamais se trouver dans le corps, et encore moins à l'intérieur d'un neurone. Voyons, à la différence du fer qui transporte l'oxygène ou du magnésium qui, entre autres choses, détend les nerfs, l'aluminium n'a aucune fonction connue dans la vie humaine. Il n'existe pas une seule réaction chimique dans le corps humain qui ait besoin d'aluminium. Par conséquent, sa présence n'est pas une aide, c'est forcément une interférence. C'est comme si, dans une œuvre d'ingénierie parfaite, quelqu'un jetait une poignée de sable dans les engrenages. Le sable est abondant dans la nature, mais il n'a aucune fonction à l'intérieur d'une œuvre d'ingénierie et surtout pas dans une œuvre de précision. Et pourquoi est-ce encore moins acceptable si en plus on le trouve à côté des neurones? Eh bien c'est très simple, parce que le neurone est la cellule au design électrique le plus raffiné du corps. Sa fonction dépend d'un équilibre exquis de tension électrique. Et l'aluminium est un métal qui possède une charge électrique trivalente très agressive.
Introduire de l'aluminium dans un neurone, c'est comme placer un aimant puissant dans une salle de serveur remplie de disques durs. Cela va les perturber, cela va modifier tous les signaux. Et le cerveau, tu vois, possède la barrière hémato-encéphalique précisément pour agir comme une douane de sécurité maximale. Si l'aluminium se trouve à l'intérieur, c'est parce qu'il y a eu une grave faille de sécurité ou une tromperie biologique. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que notre recherche fait de lui le principal suspect. En fait, tu vois, aucune cellule de ton enfant n'en a besoin pour grandir, respirer ou penser. Et s'il en a, c'est littéralement un déchet industriel qui s'est infiltré dans le système. Et tu vois, il se trouve que le corps n'a pas de porte de sortie prévue pour l'aluminium parce que, évolutivement, et jusqu'à il y a à peine un siècle, nous n'avons jamais été exposés massivement à ce métal, et encore moins comme aujourd'hui. Eh bien, en plus, je dois te parler de la physique du métal. En physique et en chimie, l'aluminium n'est pas seulement puissant. Il a une densité de charge supérieure, comme je te le disais, étant un cation trivalent, il possède 3 charges positives concentrées dans une taille très petite, ce qui lui confère une force d'attraction électrique bien plus grande que celle des minéraux que le corps utilise réellement pour fonctionner. L'aluminium arrive, les repousse et leur vole la place, la chaise, comme je te disais. Et il fait cela principalement avec 3 d'entre eux, avec le magnésium qui est le minéral du calme et de l'énergie, avec le calcium qui est le messager des signaux électriques, et avec le fer qui est vital pour l'oxygène. Ce que je te raconte, c'est comme si, sur une piste de danse qui représenterait les récepteurs du neurone, merci, le magnésium tentait de danser doucement pour calmer l'enfant, mais soudain l'aluminium, avec sa charge électrique beaucoup plus importante, arrive, donne une impulsion au magnésium et prend sa place. Mais comme l'aluminium est rigide et toxique, au lieu de danser, il reste simplement en place, bloquant tout. Communication. Et si ce qui précède peut être considéré comme des soupçons techniques, nous avons, ou j'ai, davantage d'informations à vous communiquer. Et je fais ici référence à l'analyse médico-légale de personnes ayant souffert de démence ou d'Alzheimer de leur vivant. Et maintenant, je vais te parler de bioaccumulation, car il se trouve que l'aluminium ne pénètre pas dans le corps pour ensuite en sortir. Non, l'aluminium reste. C'est comme le dépôt dans un vieux tuyau qui finit par l'obstruer. Le docteur Christopher Exley est sans aucun doute la personne qui en sait le plus sur ce pyromane ou saboteur. Lui, Exley, a passé plus de 30 ans à l'université de Kiel, au Royaume-Uni, à étudier un seul élément, l'aluminium, et comment l'aluminium interagit avec notre biologie. Dans ses recherches les plus approfondies, il a découvert quelque chose de révélateur. Il s'avère que les cerveaux de personnes ayant souffert d'Alzheimer précoce présentaient des concentrations d'aluminium extraordinairement élevées dans les zones responsables de la mémoire. Et ici, bien sûr, une question logique se pose. Si l'aluminium se trouve dans une canette de soda, dans une brioche ou dans un déodorant, comment est-il possible qu'il finisse par affecter l'attention de votre enfant ou votre propre mémoire? Est-ce que dans ce corps d'une telle perfection, comme tu nous le racontes, nous n'avons pas de défense contre cela? Eh bien oui, nous en avons, et oui, cela finit aussi par affecter l'attention de ton enfant et sa mémoire. Mais comme je te le disais, cela ne concerne pas seulement la sienne, cela peut aussi affecter la tienne ou la mienne. Dans notre corps, il existe cette douane de sécurité maximale dont je t'ai parlé il y a un instant, la barrière hémato-encéphalique. C'est un véritable mur biologique qui sépare le sang du cerveau. Sa mission est de laisser passer les nutriments et de stopper net les intrus. Mais le problème avec l'aluminium, c'est qu'il est un véritable maître de la tromperie.
Afin de réussir à franchir cette barrière douanière complexe, il a recours à l'utilisation de ce que nous avons l'habitude de désigner en biologie sous le nom de cheval de Troie. C'est-à-dire qu'il s'accroche fermement à une protéine spécifique appelée transférine, qui est précisément celle qui se charge de transporter tout le fer indispensable dont le cerveau a quotidiennement besoin. Et les gardes de la douane, en voyant arriver la transférine, disent « Allez-y, vous avez le passage libre car vous apportez le fer pour les neurones ». Mais que se passe-t-il en réalité? Ils ne savent pas ou ne se rendent pas compte qu'accroché à elle, l'aluminium entre clandestinement dans le cerveau. Et une fois que le métal a franchi cette frontière et se trouve à l'intérieur du cerveau, ce que fait l'aluminium, c'est chercher sa cible favorite, la myéline. Et ici, pour que tu comprennes, tes neurones sont comme des câbles en fibre optique d'une pureté absolue. Et la myéline est sa gaine protectrice, c'est-à-dire l'isolant qui recouvre les câbles et permet au signal de voyager. Rapidement, et tu vas voir, il se trouve que l'aluminium possède dans cet environnement une propriété physique qui est terrifiante. C'est un isolant. Le désastre qu'il peut provoquer à long terme est absolument dévastateur. Imagine que quelqu'un ouvre ton ordinateur et commence à mettre des morceaux de ruban isolant ou de ciment directement sur les connecteurs du processeur. L'électricité essaiera de passer pour exécuter une commande, mais elle se heurtera à ce dépôt grisâtre, collant et isolant qu'est l'aluminium déposé sur la myéline. La conséquence, comme tu peux l'imaginer, est évidente. Le signal ne peut pas circuler avec fluidité. Il est interrompu. Et il est dévié. Et comme l'énergie ne peut pas circuler, elle s'accumule et génère de la chaleur. Et cette chaleur est à l'origine des micro-incendies inflammatoires dont je te parlais tout à l'heure. Le système chauffe, les neurones s'enflamment pour se défendre, et c'est pour cela que l'enfant a l'impression que son esprit est comme une purée ou qu'il n'y arrive pas à maintenir une concentration totale. Et ce n'est pas du tout qu'il ne veuille pas faire attention, c'est plutôt que les câbles internes de son cerveau subissent une interférence physique constante, qui chauffe et finit par épuiser complètement tout son système. Mais ne va surtout pas t'imaginer que le problème se limite uniquement à ce stade. Ce sabotage s'étend de manière bien plus profonde, car il vient impacter directement le centre névralgique de toute l'énergie cellulaire. Ici, il y a un secret technique de laboratoire que je veux que tu connaisses, ce qu'on appelle la chimie de coordination. Dans l'orchestre de tes cellules, il y a un minéral qui fait office de chef d'orchestre, celui qui donne le rythme, et je parle du magnésium. Le magnésium s'occupe que les mitochondries produisent de l'énergie, le fameux ATP dont nous avons tant parlé, et il veille à ce que les neurones restent calmes. Le problème technique, c'est que l'aluminium a une taille et une charge électrique si similaires à celle du magnésium que le corps s'y trompe. L'aluminium arrive et prend la place du magnésium, mais comme il ne sait pas diriger l'orchestre, la production d'énergie s'arrête. Il devient un squatteur chimique, occupe la place d'un nutriment vital, mais n'assure pas sa fonction. Et c'est pour cela que le cerveau se retrouve à plat lorsque le véritable chef d'orchestre disparaît. La symphonie se transforme en bruit et lorsque cela arrive, c'est le chaos qui s'installe. Qui, dans la plupart des cas, se termine par un diagnostic de TDAH. Et ici, laisse-moi encore t'ajouter un problème de plus. Si le magnésium est le chef d'orchestre qui maintient le rythme et la paix, le calcium est le messager qui permet à un neurone de communiquer avec le suivant. C'est lui qui est chargé d'ouvrir la porte pour que l'information puisse sauter d'un câble à l'autre. Et il se trouve que l'aluminium a aussi une affinité destructrice pour les canaux calciques. Imagine que chaque neurone est une sorte de porte de sécurité qui ne s'ouvre que lorsque le messager arrive avec la clé du calcium.
Eh bien, l'aluminium, avec sa charge électrique massive, agit comme un intrus et met de la colle dans la serrure. Il se colle alors efficacement à ces canaux et finit par les bloquer tout à fait complètement. Quelle est la conséquence? Le message reste enfermé. Le cerveau de votre enfant donne l'ordre de faire attention ou de rester tranquille. Le signal parcourt le câble, mais lorsqu'il arrive au bout pour passer à la neurone suivante, il trouve la porte bloquée. Par qui? Par l'aluminium. Et pour que tu le comprennes facilement, c'est comme essayer de passer un appel avec un téléphone dont le micro est débranché. Tu peux parler, mais personne ne t'entend de l'autre côté. C'est une véritable déconnexion physique, un profond silence synaptique, provoqué par un métal lourd spécifique qui a fini par mettre totalement le calcium hors jeu. Bon, c'est long et compliqué, oui, mais maintenant tu as l'image complète. Avec ça, le diagnostic d'infrastructure, comme je te le dis, est complet. Nous avons des câbles enflammés, des isolants abîmés, c'est-à-dire la myéline, une centrale électrique sans pile, c'est-à-dire les mitochondries, et tout cela à cause du manque de magnésium et maintenant aussi un système de messagerie avec les portes bloquées. Le tableau est effrayant. Et comme tu peux t'en rendre compte, l'enfant n'a pas un problème de volonté, ce qu'il a, c'est un problème d'ingénierie des matériaux dans son cerveau. Et à ce stade, en tant qu'ingénieur en chef de cette biologie, tu te rendras compte qu'il ne sert à rien d'essayer de calmer l'enfant si tu ne fais pas sortir l'intrus de l'installation. Tu as besoin d'un outil capable d'entrer dans cette cathédrale, d'attraper l'aluminium et de l'escorter vers la sortie. Et tu vas me demander, comment déloger un métal qui s'est solidement installé au plus profond des tissus? Eh bien oui, il y a une réponse à cette question. Et c'est pour cela que je suis ici avec toi aujourd'hui, et cette réponse n'est pas un médicament, c'est un élément. Cependant, je te le dis, c'est un élément que la nature elle-même a conçu pour tenir l'aluminium à distance. Et maintenant, tu vas découvrir le protocole de nettoyage qui va purifier ces canaux, rendre la place au magnésium et au calcium, la clé. Mais ce n'est pas tout, je vais aussi t'expliquer comment tu peux commencer à l'appliquer dès aujourd'hui. Mais tu vois, ici, je préfère avancer étape par étape pour m'assurer que toi-même, tu puisses bien le comprendre. Et commençons par le plus basique. La question, dans ce cas et en ce moment, est inévitable. Comment faisons-nous sortir l'intrus sans détruire la cathédrale? Parce que nous parlons d'un système d'une extrême délicatesse. Nous ne pouvons pas utiliser n'importe quel produit chimique agressif. Non, tu vas voir. Ici, la réponse consiste à rétablir un équilibre que la société, que le monde a rompu il y a bien longtemps. Et pour comprendre cela, tu dois d'abord savoir quelque chose de fondamental sur le monde dans lequel nous vivons. L'aluminium est le métal le plus abondant dans la croûte terrestre. Il est partout. Cependant, la nature, qui est très sage, n'a jamais laissé l'aluminium seul. Elle l'a toujours placé à côté du silicium. Et le silicium est le deuxième élément le plus commun de la planète, juste après l'oxygène. L'aluminium est un métal, le silicium est un élément et il se trouve dans le sable, le quartz et les roches. Pendant des millions d'années, le silicium et l'aluminium ont vécu unis sur Terre dans un équilibre parfait. Le silicium est en réalité le gardien naturel, qui maintient l'aluminium bloqué et inoffensif. Comme tu le sais bien, la nature a toujours placé l'aluminium à côté du silicium, mais dans la vie moderne, nous les avons séparés, nous avons brisé ce couple naturel et c'est pourquoi l'aluminium circule désormais librement dans notre organisme. Et le résultat, c'est que pour nettoyer le système électrique de ton enfant ou le tien, nous n'avons pas besoin d'une formule magique.
Ce dont nous avons besoin, c'est de rendre à notre corps ce compagnon qui manque tant à l'aluminium. Mais tu vois, lorsque nous essayons de le faire, nous sommes confrontés à un détail technique qui, en réalité, est très important. En fait, tu ne peux pas aller à la plage et manger du sable, là où il y a le plus de silice. Le silicium minéral des roches est trop gros et ton corps ne sait tout simplement pas quoi en faire. Nous avons besoin du silicium sous sa forme vivante, c'est-à-dire la forme que le corps est réellement capable d'assimiler. Et par là, je fais référence à celle que nous appelons l'acide orthosilicique. C'est la clé de toute l'ingénierie de nettoyage dont nous parlons. L'acide orthosilicique est une molécule si minuscule qu'elle possède le passeport nécessaire pour voyager dans le sang et même pour franchir cette douane dont je t'ai parlé tout à l'heure, la barrière hémato-encéphalique. C'est le seul capable d'entrer dans la cathédrale. Et c'est ici que se produit ce que j'appelle l'aimant de sauvetage. Tu vois, l'aluminium s'accroche à la myéline des neurones, comme je te l'ai expliqué, et il s'y colle tout simplement parce qu'il est collant, au sens propre du terme, et parce qu'il ne trouve rien de mieux à quoi s'attacher pendant qu'il sabote le signal. Mais au moment où tu introduis ce silicium liquide dans le système, l'aluminium détecte sa présence et il se passe quelque chose de vraiment étonnant. Il a une telle affinité chimique avec le silicium, il aime tellement être avec lui qu'il décide de lâcher la neurone. Il se détache du câble électrique et s'accroche au silicium. En s'unissant, ils forment une nouvelle molécule qui est totalement inerte. En réalité, c'est comme si le silicium mettait des menottes au saboteur et l'enfermait dans une capsule de sécurité. À ce moment-là, l'aluminium cesse d'être un isolant. Il arrête de générer de la chaleur et de provoquer des interférences, et il devient simplement une particule lourde, qui ne peut plus se cacher dans les tissus. Mais bien sûr, une fois que nous l'avons piégé, une autre question se pose. Maintenant que nous l'avons piégé, comment faisons-nous pour le faire sortir de la forteresse qu'est le cerveau ? Eh bien, c'est ici que nous profitons du service de nuit, de notre biologie. Comme tu le sais, parce que je te l'ai expliqué dans d'autres vidéos, pendant que nous dormons, notre cerveau active le système glymphatique. Tu vois, c'est comme si un camion poubelle nocturne se mettait en route lorsque nous sommes en sommeil profond. Le liquide cérébral commence à circuler vigoureusement entre les neurones et emporte tous ces complexes de silicium et d'aluminium et les envoie vers le sang. Et c'est précisément à ce moment-là que nous pouvons enfin apporter la toute dernière touche finale à cette manœuvre d'ingénierie complexe dont je suis en train de te parler avec tant de détails. En se liant au silicium, il se trouve que l'aluminium devient ami avec l'eau. Et dans notre corps, tout ce qui est ami avec l'eau finit inévitablement dans les reins. Et c'est là la clé. Alors, ce métal qui bloquait l'attention et la concentration de cet enfant finit par sortir par la voie la plus naturelle qui soit, l'urine. Cela dit, en tant qu'ingénieur en chef de ta propre santé, tu dois savoir que ce dont je te parle n'est pas un nettoyage qui s'obtient en une après-midi. Je te parle d'éliminer des couches et des couches d'interférences accumulées pendant très longtemps. C'est comme restaurer une vieille peinture qui a accumulé de la suie pendant des décennies. Il faut le faire avec patience, touche par touche. C'est pourquoi, tu vois, même si le processus d'expulsion commence presque immédiatement, les résultats clairs en termes de clarté mentale apparaissent généralement à partir de la 12e semaine environ de maintien constant. Et cela en quelques mots, et tu peux parfaitement le comprendre, c'est en réalité une course de fond, mais c'est la seule manière sûre et efficace de rendre au système sa conductivité d'origine. Maintenant que tu comprends comment cela fonctionne, ce plan d'expulsion chimique
je vais t'expliquer comment l'appliquer de façon pratique afin que tu saches exactement quelles étapes suivre dès aujourd'hui. Et ici, j'imagine que lorsque tu m'entends te raconter cela, une idée doit te traverser l'esprit et je la comprends ou la comprendrai comme totalement logique. Et la question est, comment vais-je réussir à faire en sorte que mon fils ou mon petit-fils, qui nous donne déjà assez de fil à retordre avec la nourriture, prenne tout un arsenal de choses qui seront probablement nécessaires pour obtenir ce nettoyage? Et je te comprends parfaitement parce que nous ne parlons pas à des machines ni à des robots auxquels on peut simplement changer une pièce et c'est réglé. Nous parlons d'enfants, de petites personnes qui ressentent, qui se fatiguent et qui surtout ne veulent pas se sentir malades en prenant des comprimés. C'est pourquoi ce que je te propose, ce n'est pas de transformer ta maison en pharmacie, mais d'intégrer ces outils de façon presque invisible dans le quotidien de l'enfant, avec tout l'amour et la patience dont ils ont besoin. Et maintenant, tu vas voir, parce que nous allons entrer dans les détails. La première chose, et la plus simple, c'est l'eau. Regarde comme c'est une belle façon de commencer à nettoyer son organisme sans que l'enfant ne s'en rende presque compte. Franchement, je pense qu'il ne s'en rend pas compte du tout. Ce que je te propose, c'est de remplacer son eau habituelle par une eau riche en silice. Et pour que tu n'aies pas à chercher partout, je vais te donner quelques indications. Si tu es en Amérique ou si tu cherches l'une des eaux les plus riches en silice et qui est aussi l'une des plus internationales, cherche Fidji. Si tu es en Europe, cherche Sant'Agnol ou cherche les eaux de Terror ou encore Volvic. Si tu es en Russie, tu as Baïkal ou Lastochka. Et si tu es en Orient, au Japon, tu as Nomu-Silica, qui, avec 97 mg par litre, est en plus l'une des eaux les plus riches en silice au monde. Et si tu es en Malaisie, par exemple, tu as Spritzel, mais je pourrais continuer à te citer des pays et cherche-la. Et une fois que vous avez enfin cette eau, l'important est de l'utiliser pour tout ce dont vous avez besoin. Pour boire, pour faire des smoothies et même pour cuisiner. Et comme il s'agit d'eau inodore et incolore, vous n'aurez aucun problème. C'est leur eau potable qui accomplira la première partie de ce travail d'élimination silencieuse, étape par étape et tout au long de la journée, de l'aluminium. C'est la méthode la plus respectueuse qui soit car elle n'empiète pas sur leur espace et ne les oblige à rien. Ils boivent simplement de l'eau. Mais bien sûr, pour que ce nettoyage soit en profondeur, nous avons aussi besoin d'un renfort interne, les antioxydants, mais pas n'importe lesquels. Pour ce protocole, je te suggère de te concentrer sur la N-acétylcystéine, qu'on appelle généralement NAC. Et pourquoi est-ce que je te le suggère? Il se trouve que le NAC est le précurseur dont ton corps a besoin pour fabriquer du glutathion. Le glutathion, comme je te le disais, n'est pas un antioxydant qui est simplement là. Dans le monde de la biophysique, je t'ai déjà dit qu'on l'appelle l'antioxydant maître. Et ce n'est pas un titre honorifique, c'est vraiment. Il a un super pouvoir que les autres antioxydants n'ont pas. Le glutathion est chargé de recycler tous les autres. Lorsque la vitamine C ou la vitamine E terminent leur travail d'éteindre un incendie, elles sont épuisées et le glutathion arrive, leur cède un électron et les remet en service. Sans lui, ton système de nettoyage s'arrêterait tout simplement, net à peine quelques minutes plus tard. Tu vois, imagine que le glutathion est comme une éponge de soufre. Ce qui le rend spécial, c'est qu'il possède un composant extrêmement collant pour les métaux lourds et les toxines. Et lorsque l'aluminium ou le mercure pénètrent dans ta cathédrale, le glutathion se jette sur eux, les enveloppe et les neutralise pour qu'ils ne puissent pas toucher tes neurones. C'est le véritable garde du corps moléculaire de ton cerveau. Mais c'est ici qu'intervient le problème d'ingénierie. Il se trouve que le glutathion ne peut pas être pris tel quel sous forme de comprimé, car ton estomac le détruit avant qu'il n'atteigne le sang. Ton corps doit le fabriquer à l'intérieur de chaque cellule. C'est la seule façon pour que cela fonctionne. Et pour le fabriquer,
ton système a besoin de 3 pièces de rechange, 3 acides aminés. 2 d'entre eux, nous en avons en abondance, il n'y a aucun problème, mais il y en a un. La cystéine, qui est le goulot d'étranglement, est l'ingrédient rare qui détermine à quelle vitesse fonctionne l'usine. S'il n'y a pas de cystéine, la production de glutathion s'arrête et c'est alors que la fumée de Bulmer commence à nouveau à remplir la pièce parce que les pompiers n'ont plus d'eau. C'est ici que le NAC, c'est-à-dire la N-acétylcystéine, devient un outil nécessaire pour une souveraineté absolue. Le NAC est essentiellement de la cystéine conditionnée que ton corps peut absorber et ensuite acheminer directement vers la centrale électrique. Et prendre du NAC, ce n'est pas comme prendre une vitamine, ne le comprends pas. Ainsi, c'est injecter directement du carburant dans l'usine de nettoyage. C'est assurer que tes ouvriers disposent toujours du détergent le plus puissant du monde, prêt à dégraisser le processeur et à éteindre les micro-incendies. Eh bien, pour que le NAC remplisse cette fonction de détergent cellulaire et de précurseur du glutathion dont je t'ai parlé, son administration doit être aussi précise que le reste de ton ingénierie biologique. C'est très important de le garder à l'esprit. Mais avant, je vais te faire quelques petites précisions sur le NAC que je pense importantes. Tout d'abord, garde à l'esprit que le NAC est un précurseur naturel. Ce n'est pas une molécule étrangère pour le corps, c'est un élément de construction de plus. Et en l'ingérant, tu donnes à l'organisme la matière première pour qu'il décide lui-même comment et où fabriquer sa défense. Deuxièmement, il agit comme un renfort d'un acide aminé, qui est souvent rare dans l'alimentation moderne à cause du traitement des aliments. Il fonctionne donc comme un apport de nutriments, rien de plus. Et troisièmement, c'est l'une des substances les plus étudiées et les plus sûres dans le monde des compléments alimentaires. Elle est utilisée depuis des décennies sans présenter les effets secondaires systémiques des médicaments anti-inflammatoires traditionnels. Et tu vas voir, et c'est très important en pédiatrie, la NAC est également utilisée depuis des décennies. Elle est fréquemment utilisée comme mucolytique, ce qui fait que son profil de sécurité est déjà très bien connu. Cependant, pour l'élimination des métaux et le contrôle de la neuroinflammation chez les enfants, les protocoles doivent être plus subtils et adaptés, comme tu peux l'imaginer, à leur physiologie en développement. Et voici une précision nécessaire. Cela, comme tout ajustement que tu fais dans ton ingénierie interne, si tu suis un traitement médical ou si tu as une condition spécifique, il est toujours de bon sens de consulter ton professionnel de santé de confiance. Mais comprends bien une chose, il ne s'agit pas de remplacer une thérapie. Ce que je te propose, c'est d'optimiser le terrain sur lequel cette thérapie doit agir. Et une chose de plus, revenons au NAC. C'est avec lui que les parents rencontrent généralement le premier obstacle, car il se trouve que le NAC sent le soufre, c'est-à-dire comme l'œuf pourri. Et garde à l'esprit que si tu essayes de lui donner une gélule et que l'enfant sent mauvais, non, ce n'est pas qu'il sent mauvais, il va la refuser et tu auras perdu la bataille avant même de commencer. Donc, voici un conseil. Cherche la forme en poudre ou ouvre la gélule et mélange-la avec un jus naturel d'orange ou de fraise. La vitamine C du jus n'active pas seulement le NAC, mais en plus, la saveur acide masquera cette odeur de soufre. Eh bien, pour un enfant de 6 à 12 ans, environ 300 mg par jour, ce qui correspond généralement à une demi-gélule standard, c'est largement suffisant pour commencer à remarquer que la brume dans sa tête commence à se dissiper. Et s'il s'agit déjà d'un adolescent qui commence à peser presque comme un adulte, tu peux augmenter à 600 mg, ce qui correspond aux gélules normales. L'idéal est de lui donner le matin à jeun ou avec un fruit afin que son corps ait toute la journée pour fabriquer le glutathion protecteur dont il a besoin. Mais attention, tu ne peux pas oublier l'importance du magnésium dans tout ce processus. Tu vois, sans magnésium, la silice ne servira pas à grand-chose. Et avec le magnésium arrive aussi ma partie préférée du protocole, car c'est le moment de plus grande connexion avec les enfants, le bain de magnésium.
Si l'enfant est petit, n'envisage surtout pas de lui donner des comprimés de magnésium car ce n'est pas nécessaire. Utilise la voie transdermique qui est une véritable merveille de l'ingénierie biologique. Tu vois, c'est très simple. Prépare un bain bien chaud et ajoute 2 tasses de sel d'Epsom. Ces sels sont du sulfate de magnésium. Et pendant que l'enfant joue avec ses jouets ou se détend après l'école, ce qui se passe, c'est que sa peau, qui est un organe d'absorption incroyable, va absorber ce magnésium sans qu'il s'en rende compte. Et c'est la façon la plus naturelle de recharger son réservoir d'énergie et de détendre son système nerveux avant de dormir. En sortant de ce bain, l'enfant ne sera pas seulement plus calme, mais en plus, son cerveau aura le minéral nécessaire pour que pendant la nuit, le système de nettoyage nocturne dont je te parlais puisse éliminer tous les déchets que le silicium a libérés au cours de la journée. Et une chose de plus, n'oublie pas ce que la Terre nous offre gratuitement. Quand tu le peux, emmène-le au parc, à la plage ou dans un jardin et laisse-le courir pieds nus. Ce contact direct de ses pieds avec le sable, merci, ou avec l'herbe humide est essentiel pour qu'il puisse décharger toute cette électricité statique que le métal génère dans sa tête. C'est comme brancher un câble de terre à une chaîne haute fidélité pour qu'elle cesse de faire du bruit. Pour lui, ce sera un jeu, mais pour son cerveau, ce sera un véritable souffle de soulagement. Ici, souviens-toi de ce que je t'ai déjà dit. Si tu vis dans des zones froides ou au milieu d'une ville avec peu d'accès au parc, fais-le jouer un moment sur un tapis de mise à la terre ou de grounding, ou achète aussi, tu peux les voir là-bas. Achète des draps pour son lit également avec connexion à la terre, car cela existe, cherche-les et tu les trouveras. Et enfin, pour compléter ce plan d'entretien, tu dois aussi te rappeler de la véritable nutrition. De la vraie nutrition, il faut garder à l'esprit l'importance du sélénium dans son alimentation. Tu vois, du point de vue de l'ingénierie biologique, le sélénium est l'élément critique qui permet à ton système de nettoyage interne de ne pas être bloqué. Si la silice est l'agent qui capture l'aluminium, le sélénium est comme la bougie d'allumage qui met le moteur en marche, du processus de détoxification de tes cellules. Le sélénium est le noyau des sélénoprotéines qui sont les outils que le corps utilise pour neutraliser les radicaux libres, ces étincelles dont je t'ai parlé au début de la vidéo, et que l'aluminium génère constamment en oxydant tes neurones. Sans sélénium, le système de nettoyage tombe en panne. De plus, en biophysique, le sélénium agit comme un antagoniste des métaux lourds. Et cela est très important. Il se trouve qu'il a une affinité chimique très élevée pour les substances toxiques. Il s'y lie et forme des complexes que le corps peut identifier et escorter vers l'extérieur. C'est comme si le sélénium mettait une sorte de localisateur GPS sur le métal pour que le système d'élimination sache exactement ce qu'il doit jeter à la poubelle. Et c'est aussi ici que ton rôle d'ingénieur en chef entre en jeu. Les noix du Brésil sont de véritables bombes à retardement de sélénium. Une seule noix, peut contenir entre 70 et 90 microgrammes, ce qui est pratiquement 100% de ce dont un humain a besoin par jour. Et comme tu le sais bien, dans un organisme de précision, plus n'est pas mieux. Un excès de sélénium peut être toxique et provoquer une sélénose. C'est pourquoi je te recommande une seule noix, et ceci est une instruction d'ingénierie de haute précision, car tu donnes au système la pièce de rechange exacte dont il a besoin pour que le moteur fonctionne sans le surcharger. C'est la pilule naturelle parfaite car elle contient la dose exacte et se présente sous une forme que le corps reconnaît et absorbe instantanément. Et en plus, elle a un goût magnifique. Donne-la à l'enfant comme une récompense. Il aimera ça. Si tu es constant avec tout ce que je t'ai expliqué, avec l'eau, le jus, le NAC, le bain de sel, le contact avec la terre et la noix du Brésil, tu verras que nous ne faisons pas un traitement médical agressif, mais que nous restaurons simplement son environnement.
et il ne se rendra probablement même pas compte de ce que nous faisons. En quelques semaines, tu remarqueras que cette Ferrari que tu as à la maison commence à rouler avec une douceur qui va t'émouvoir. Tu verras comment son attention devient plus nette et comment, enfin, cette intelligence incroyable qu'il possède commencera à briller sans que rien ni personne ne vienne l'éclipser. Parce qu'au final, et il ne faut pas perdre cela de vue, ce que nous cherchons, ce n'est pas de changer qui est l'enfant, mais simplement lui enlever tout ce qui l'empêche d'être lui-même. Et je veux qu'aujourd'hui, en finissant de m'écouter, tu repartes avec une sensation de paix profonde. Cette paix qui naît lorsque tu comprends enfin ce qui arrive à ton enfant ou à ton petit enfant. Ces étourderies qui t'effreinent, ce manque d'attention, qui le fait paraître inefficace à l'école ou cette agitation qui l'empêche de vivre ne sont pas de sa faute. Et bien sûr, ce n'est pas non plus ta faute. Ce n'est pas que cet enfant soit défectueux, ni que son cerveau ait décidé d'arrêter de fonctionner, non. Ce qui se passe simplement, c'est qu'il a des décombres dans son installation électrique. Et aujourd'hui, tu as appris quelque chose qui change les règles du jeu, car tu n'as pas à te résigner à accepter une étiquette qui pèsera comme une chape de plomb sur toute la vie de cet enfant. Fort de cette nouvelle connaissance précieuse, tu ne dois plus te contenter d'être un simple spectateur passif qui attend patiemment qu'on lui indique précisément quel type de comprimé il faut acheter, afin de calmer efficacement le moindre symptôme de l'enfant. Non. À partir de maintenant, tu peux choisir d'être son ingénieur en chef, quelqu'un qui prend les rênes et qui comprend le mode d'emploi de sa biologie et qui met en œuvre un plan d'entretien avec amour et précision qui ne le sédatera pas, mais lui apportera une solution durable. Au fil des semaines, à mesure que tu restes constant, avec ce protocole, tu commenceras à remarquer quelque chose de vraiment étonnant, car tu verras comment l'aluminium, cet intrus dont Exley nous a parlé, commence à quitter le système de l'enfant, et petit à petit, tu seras capable de percevoir que son regard devient plus clair, que ses pensées recommencent à circuler sans blocage, et que cette brume inflammatoire finit enfin par se dissiper. N'oublie jamais que le corps humain est un organisme autoprogrammable. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, c'est de récupérer l'accès administrateur sur la biologie de ton enfant. La connaissance est le code qui te permet d'arrêter de masquer les symptômes et de commencer à appliquer avec précision le protocole de nettoyage que son système réclame. À grands cris. Tu lui rends sa souveraineté et tu lui donnes la chance que son intelligence brille sans qu'aucune ombre ne vienne l'obscurcir. Mais que se passe-t-il lorsque cette fumée dont je te parlais au début n'affecte pas seulement les plus petits? Que se passe-t-il lorsque c'est toi ou les adultes qui t'entourent? Ceux qui sentent ou celui qui sent que votre esprit n'a plus la même vivacité qu'avant. Ce moment où tu as l'impression que ton intelligence est sabotée de l'intérieur et que tu ne sembles plus être le maître de ta propre concentration. Dans la prochaine vidéo de cette série sur la souveraineté mentale, je vais tourner le projecteur vers nous, les adultes. Je vais entrer en profondeur dans l'inflammation cérébrale, qui est le sabotage de ton intelligence. Et nous allons découvrir comment l'usure du quotidien et l'accumulation de ces mêmes saboteurs dont nous avons parlé aujourd'hui éteignent ta clarté. Et surtout, comment tu peux mettre en place ton propre plan de sauvetage pour retrouver cette clarté mentale que tu croyais perdue avec le temps, mais non, elle est là, simplement ensevelie sous les décombres. Tu ne dois pas manquer cette nouvelle vidéo car ta capacité à penser est ton outil le plus sacré. Eh bien, nous avons terminé pour aujourd'hui. Et comme je te le dis toujours, en avant, toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires